Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici les titres de ce journal. C'est le moment des bilans pour les Jeux Olympiques de Paris. Après le très grand succès populaire de cet événement mondial, certains sports surfent sur cette dynamique. C'est le cas du tennis de table qui bénéficie de l'extraordinaire popularité des frères Lebrun. Nous irons en Moselle où les clubs font le plein de licenciés. Dans ce journal également, vous découvrirez une interview exclusive de Jean Castex. L'ancien Premier ministre se fait rare à la télévision. Il m'a reçu dans ses bureaux à Saint-Denis, au siège de la SNCF. Extrait de cette interview dans quelques instants. Que diriez-vous si en seulement quelques heures, vous pouviez parcourir la France ? C'est le concept d'un parc de loisirs des Yvelines. France Miniature, c'est son nom, qui reproduit des édifices emblématiques de notre pays, mais en miniature. Et puis, en fin de journal, une idée très originale pour vos vacances. Nous irons découvrir les fonds marins. Près de Marseille, un bateau propose à ses passagers de plonger sous l'eau tout en restant assis dans l'engin. Mais vous le verrez, cela suppose quelques ajustements avec les équipements. Premier titre de ce journal, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été un grand succès pour les sportifs français. Mais l'événement a aussi été un très grand succès populaire. Depuis la fin de l'événement, de nombreuses fédérations sportives surfent sur l'effet des JO. C'est le cas notamment pour le tennis de table, après le succès extraordinaire des frères Lebrun. Reportage de Moselle TV, Mathéo Philippe. À Sainte-Marie-aux-Chênes, les coups de raquette s'enchaînent sans arrêt. Chaque semaine, ce club accueille 73 licenciés. Bien Margot. Certains sont novices, tandis que d'autres surpassent déjà leur aîné. Ah bah non, les 5 jeunes, il y a 5 jeunes, là j'y arrive plus. Hein. Voilà. Marc a fondé le club il y a près de 50 ans. Ah Johan, c'est vrai. Et depuis quelques années, le bruit de la balle contre la raquette résonne beaucoup plus fort dans ce gymnase. On a toujours eu 14, 15 jeunes. Mais depuis les Jeux Olympiques, on est à 35 inscrits, 35 jeunes. Une dynamique s'expliquant notamment par les belles performances des deux stars françaises, Félix et Alexis Lebrun, tous deux médaillés aux derniers Jeux Olympiques et actuellement dans le top 10 mondial. J'aime bien jouer, faire des techniques, faire des services aussi surtout, et faire des smash et défendre. C'est pour jouer un peu et passer mon mercredi à taper dans la balle. Pour entretenir cette dynamique, la Fédération française de tennis de table inaugure d'ailleurs une nouvelle table extérieure au sein de l'école primaire et du collège de la ville. Un dispositif baptisé Une école, une table, créé notamment pour lutter contre la sédentarité des enfants. Il faut vraiment que tous ensemble, on arrive à se mobiliser pour faire bouger les jeunes. Et donc c'est tout l'intérêt de mettre aujourd'hui du sport dans les cours de récréation. À ce jour, la Moselle compte 50 clubs et 3500 licenciés en tennis de table, plaçant le département en tête de la région Grand Est. Les vacances scolaires de Pâques ont été marquées par une météo ensoleillée partout dans nos régions. Beaucoup d'entre vous en ont profité pour prendre du bon temps sur le littoral. La saison estivale est donc officiellement lancée pour les professionnels du tourisme. Exemple à Arcachon, en Gironde, avec ce reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, Aminata Diop. Si le thermomètre affiche à peine 18 degrés, cela n'empêche pas certains vacanciers de se jeter à l'eau. On est venu en vacances, on vient du 57 de Moselle, donc chez nous il n'y a pas la mer et tout ça. Et donc voilà, on est venu pour s'amuser un peu. L'eau, elle est tranquille, il fait bien chaud, on peut se baigner entièrement, c'est carré, c'est super. À Arcachon, on savoure ses premiers airs de vacances. Je me suis assise pour me relaxer, je visite Arcachon, il fait beau, c'est très agréable. Là on profite, on se mouille les pieds, on fait des petits châteaux de sable, donc c'est les premiers jours de printemps pour nous. Un enthousiasme partagé par les locaux qui voient leur ville s'animer de nouveau. Ça fait beaucoup de bien, on a commencé à bronzer en mars, même en février, donc c'était cool. Pour Angèle, c'est un peu le lancement de sa saison. Ça a bien démarré avec le week-end de Pâques, tout ça. Super météo, 25-26 degrés je crois. Limite un meilleur jour qu'en plein mois d'août, quoi.
Donc on a explosé les chiffres. À quelques centaines de mètres de là, chez ce gérant de location de vélos, c'est pareil, l'activité est lancée. On a eu pas mal de monde sur les longs week-ends, effectivement. Par rapport à l'année dernière où il a fait quand même très mauvais, on a eu pas mal de pluie. Là, pour nous, notre activité et notre secteur, c'est vraiment super. Alors, plus que quelques jours pour en profiter avant le retour sur les bancs de l'école. Et puis restons sur le front de mer, je vous propose de découvrir le beach art. Cette tendance permet de réaliser des œuvres tout à fait exceptionnelles sur le sable. Les enfants ont d'ailleurs eu l'occasion de s'essayer à cette discipline avec un jeune artiste. Reportage de Télé-Nantes à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Regardez. Tu peux tracer dans la longueur comme ça. C'est-à-dire que là, avec ton râteau, au lieu de ratisser tout droit, tu ratisses dans ce sens-là. Un râteau pour créer sur le sable, c'est une première pour Robin. Je pré-trace les traits pour qu'après ils aient juste à repasser. J'utilise le bâton pour pouvoir faire des traits assez similaires. Nous sommes sur la plage de Saint-Brévin. Ces enfants ont entre 7 et 14 ans et ce vendredi matin, ils s'initient au beach art. Durant 2 heures, tous ont œuvré à la réalisation d'un dessin de 20 mètres. Et comme professeur, ils ont la chance d'avoir l'artiste Pierre-Louis Culier. Le beach art, c'est sa passion depuis ses 14 ans. En fait, moi, ce que je leur propose, c'est de remplir des couloirs. Et dans ces couloirs-là, on fait différents motifs. Et donc, du coup, là, on a fait une grande réalisation. Mais après, la taille du dessin, ça dépend toujours de la motivation de chacun. Et là, effectivement, on avait un groupe bien motivé. Donc, on a pu vraiment faire quelque chose de grand. Donc, non, c'est cool. Un travail stimulant et un motif réussi qui a impressionné les parents. Ah, c'est très impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à avancer aussi vite en peu de temps, entre le temps des explications et puis le respect du travail des autres. On va pouvoir nous se reposer en début d'après-midi et Agathe va faire la sieste, je crois, oui. Mais avant la sieste, il est temps pour ces artistes en herbe de contempler leur œuvre éphémère. Il leur restera une photo souvenir. Et puis dans ce journal, une interview exclusive de Jean Castex. Il nous a reçus il y a une semaine au siège de la SNCF, dont il est le PDG. L'ancien Premier ministre se livre sur son nouveau poste à la tête de cette entreprise qui joue un rôle central dans notre pays. Écoutons Jean Castex, rare à la télévision. Il est dans le grand JT des territoires. Jean Castex, bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège de la SNCF. Vous avez été Premier ministre de notre pays du 3 juillet 2020 au 16 mai 2022. Vous êtes aujourd'hui le président directeur général de la SNCF. Parlez-nous du rôle social de la SNCF aujourd'hui. Est-ce que c'est pas au fond un petit Matignon où à la fois on a appréhendé le futur, l'avenir, la stratégie, la concurrence, et en même temps se préoccuper de problèmes sociaux importants? Parce qu'au fond, vous ne vivez pas une deuxième petite vie Matignon en étant PDG de la SNCF? Je ne sais pas si je peux dire que je vis une deuxième petite vie parce que toutes les vies sont à la fois différentes et complémentaires. En tout cas, pour répondre à votre question, la SNCF n'est pas une entreprise comme une entreprise. C'est un groupe public, donc qui appartient à la nation, qui appartient à l'État. C'est un groupe qui est chargé de missions de service public. Donc, par rapport, j'allais dire, aux enjeux de son temps, oui, la SNCF a une responsabilité forte. Elle a une exigence d'exemplarité, un peu d'avant-gardisme, je dirais, à tous les niveaux, par rapport aux grands défis du moment, l'adaptation au changement climatique, évidemment le sujet des relations sociale. Elle est confrontée à des évolutions fortes, l'ouverture à la concurrence, la numérisation des métiers, déjà l'impact de l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas propre tout ça à la SNCF, mais comment la façon dont la SNCF va analyser, appréhender, gérer ces défis est riche de sens, et nous l'espérons, d'exemples. Oui, donc, je revendique que ce groupe qui a une grande histoire, dont l'identité se confond avec celle du pays et de ses territoires, c'est spécifique, c'est une identité. Et puis, autre Premier ministre, la semaine dernière avait lieu la séance plénière de fin de mandature du Conseil économique, social et environnemental. Plusieurs tables rondes étaient organisées pour parler notamment du rôle du CESE dans la construction des politiques publiques. Vous le voyez à l'écran, Elisabeth Borne, l'ancienne Première ministre, s'est notamment exprimée sur ce sujet. Et puis pour cette dernière séance plénière, l'hémicycle du CESE a pu écouter Étienne Klein, le physicien et philosophe scientifique, sur une question majeure de notre société. Peut-on encore débattre ?
Voilà, tout à fait autre chose dans ce journal. Maintenant, le saviez-vous, Robert De Niro, le célèbre acteur et réalisateur de cinéma américain, a des liens avec un village de la Loire. Il est d'ailleurs venu quelques jours en France, sur les traces de son père, pour un nouveau projet documentaire. Plus d'explications avec ce reportage de TL7, Brigitte Maestracci. Vu de ma fenêtre, c'est le tableau que Robert De Niro Senior a réalisé lors de son séjour à Saint-Just, en Chevalet, il y a plus de 60 ans. En 2022, l'artiste français JR avait promis à son fils Robert De Niro qu'un jour, il réaliserait un film documentaire sur cette période de sa vie. Et c'est comme ça que le célèbre acteur s'est retrouvé dans cette commune de la Loire pendant 3 jours, puisque l'idée du film s'est concrétisée. On a été très surpris d'avoir le vrai Robert De Niro, si on peut le dire comme ça. On ne savait pas, tout était tenu sous couvert de la part de la production pour éviter probablement des interactions avec la presse que Robert De Niro ne souhaitait pas à ce moment-là. La population, évidemment, a été très surprise de savoir dès le mardi soir que Robert De Niro pouvait se trouver ici. Et nous, on a vécu ça comme une chance incroyable. Et l'idée, c'est de le faire partager et de permettre aussi d'avoir une vision des communes rurales comme les nôtres positive pour dire que on n'est pas que perdu dans les monts de la Madeleine, on est aussi une commune dans laquelle on peut faire plein de choses et plein de grandes et belles choses. Pour réaliser le tournage au mieux, JR et Robert De Niro ont dû récupérer des objets de l'époque. Et c'est vers le musée du vélo qu'ils se sont tournés, car malgré son nom, ce lieu ne regorge pas seulement de bicyclettes. Une véritable rue a été aménagée et qui s'inspire du centre-ville de la commune d'antan. C'est au jour le jour, et ce que je trouve, parce que tout a été fabriqué avec de la récupération. Avec les gens de Saint-Just qui m'ont aidé, et puis les voisins, voilà, et ils m'ont donné des tôles, des bouts de bois, des fenêtres, et puis j'ai fabriqué au fur et à mesure de ce que je trouvais. Le décor ici, il bouge pas, c'est les objets qui bougent. Ce film documentaire ne sortira pas tout de suite, il faudra attendre plusieurs mois avant de pouvoir le voir et de découvrir ce moment de vie de Robert De Niro. L'haltérophilie est une discipline très largement associée à la jante masculine et pourtant, cette pratique peut aussi être une affaire de femmes. Pour elles, il ne s'agit pas seulement de soulever des poids, mais bel et bien de faire bouger les lignes. Exemple en Martinique avec ce reportage de notre partenaire Sur Place à TV. Après quelques saisons, loin des plateaux de compétition, Sindra renoue avec la scène. Sans fracas, mais avec cette détermination tranquille qui ne l'a jamais quittée. Dès l'enfance, le mouvement est une évidence. À 3 ans, elle s'initie à la gymnastique. Puis viennent les années de judo, longues, formatrices, exigeantes. Très tôt, le goût de l'effort s'installe, presque comme une seconde nature. Plus tard, c'est le crossfit qui capte cette énergie brute avant de révéler, en filigrane, une véritable attirance pour l'haltérophilie. C'est des sports de force, c'est des sports où on a la possibilité de montrer que nous, les femmes, on peut faire des choses aussi, on peut lever des charges. Et puis l'haltérophilie, c'est très aussi, ça demande une grosse concentration mentale, un gros self-control, et c'est surtout cette partie-là qui est très intéressante. À 39 ans, le geste est sûr, le regard concentré, rien ne semble altérer la précision ni l'engagement. Elles sont encore peu nombreuses sur cette terrain d'exigence, mais comme Sindra, elles avancent, déterminées à occuper pleinement l'espace. Aujourd'hui, c'est le jour de compétition. Au-delà du classement, il s'agit surtout d'aller plus loin, de repousser la limite, parfois de battre ce record personnel qui résiste. L'année dernière, j'avais fait 56 kilos en clean and jerk, épaulé jeté. Et cette année, j'avais pas refait depuis les 56 kilos. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 58, donc trop contente. Ça s'est bien passé, je voulais cette barre-là. C'est la première fois que je la cleanais et la jerkais, donc du coup, très contente. Prochaine échéance, la 3e manche des Absolute Fit Games, The Iworks Race, attendue en septembre, avec cette fois une présence féminine annoncée plus marquée, signe que les lignes, lentement, continuent de bouger. Tout autre chose maintenant, je vous propose de partir sur les traces d'un animal fascinant, le castor. Il est le plus gros rongeur d'Europe et cette espèce protégée a de nombreuses qualités mais peut également causer quelques dégâts. Reportage dans la Meuse de Puissance Télévisions, Janice Gallard.
Il longe les cours d'eau à la recherche de ces traces. Ce petit groupe de passionnés parcourt les lieux pour trouver des indices attestant de la présence du castor, le plus gros rongeur du continent européen. Ils sont à l'affût de coupes, barrages, réfectoires ou encore terriers, avec une liste d'indices bien définie. L'idée est de prouver son existence sur ce secteur. Quand un groupe de castors est signalé sur une zone, les mesures réglementaires sont prises pour éviter une mortalité accidentelle. C'est vraiment une espèce qui est complexe, qu'on dit ingénieur. On peut chercher des écorçages, on peut chercher des zones de réfectoire, donc des endroits où le castor va stocker tout un tas de baguettes pour venir les manger la nuit d'après ou la zone d'après, des zones de gîte, donc avec du terrier hutte, du castoreum, donc c'est des bornes odorantes. Pour marquer son territoire, enfin, voilà. Cette espèce protégée est majoritairement nocturne. Il est parfois possible de l'observer très tôt le matin, notamment en été. Autrefois, l'animal vivait sur tout le continent européen, mais l'utilisation de sa fourrure a causé son extermination. Dans les années 80, il a été réintroduit volontairement sur le territoire français. Aujourd'hui, il possède une aire de répartition qui s'étend. En Lorraine, il est présent en Meurthe-et-Moselle, Moselle et dans le département meusien. Cependant, la cohabitation avec l'homme n'est pas toujours évidente. Alors en Meuse, le castor est présent depuis une quinzaine d'années. Et depuis quelques temps, on commence à avoir l'apparition de quelques dommages qui peuvent être causés à des peupliers. Puis les castors ayant gagné des cours d'eau de petite taille, ils se sont mis à construire des barrages. Et parfois, ces barrages vont inonder des cultures. Un simple grillage peut résoudre bien des problèmes. Ensuite, s'il y a des interventions à faire sur des barrages, là par contre, il faut absolument nous contacter parce qu'on risquerait de se mettre en infraction. Au-delà des dommages qu'il peut engendrer, le castor apporte de nombreux bienfaits sur la biodiversité ou le stockage de carbone. Par exemple, ces interventions permettent de résoudre et renaturer des problèmes hydrauliques causés par l'homme. Généralement, le castor ne nuit pas aux activités humaines. Et puis voici des images tout à fait spectaculaires. Un passionné de Lego, ces petites briques qu'on assemble, a décidé de reproduire la cathédrale de Troyes. C'est l'une des plus belles cathédrales de France et le rendu est tout à fait bluffant. Regardez ces images de notre partenaire L'Est Éclair, le quotidien du groupe Rossel, Aurore Chabot et Noah Caïsion. 1,70 m de longueur, 62 cm de hauteur et près de 30 000 briques, Claude Bazard vient de construire la cathédrale de Troyes en Lego. Un chef-d'œuvre qui a demandé 150 heures de travail à ce fan de Star Wars dont la passion pour les Lego est née un peu par hasard, après avoir vu passer sur les réseaux sociaux le Faucon Millennium construit avec les célèbres petites briques. S'il a commencé par des tableaux en 2D, Claude s'est rapidement intéressé aux bâtiments patrimoniaux jusqu'à reproduire la cathédrale de Troyes. Maintenant que j'habite sur Troyes depuis 1 an, j'ai la cathédrale en visu qui m'a fait beaucoup penser à une cathédrale hors norme, vu qu'elle n'a qu'une seule tour. Donc j'ai voulu la faire absolument. Le retraité actif s'est donc lancé dans la construction de l'édifice après un important travail de préparation en amont. Je recherche déjà l'empreinte de la cathédrale. Je vais prendre des photos avec ma compagne, prendre des photos sur Internet et après, il faut avoir une idée 3D pour tout matérialiser. Perfectionniste, chaque réalisation est pour lui un défi. Aucun détail n'échappe à sa dextérité et à sa patience pour coller au plus près de la réalité. À l'intérieur de la cathédrale, il a par exemple reconstitué une scène de mariage en présence de l'évêque, un petit personnage imaginé de toutes pièces puisque cela n'existe pas dans l'univers Lego. À l'extérieur, la façade et les vitraux sont éclairés pour rendre l'œuvre aussi proche de l'original. Et Claude ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a pour ambition d'entamer la construction d'autres bâtiments troyens comme la mairie, le château d'eau ou encore les maisons en pan de bois du centre-ville. Et puis dans ce journal, voici une idée de sortie originale. Le parc de loisirs France Miniature, c'est son nom, propose un tour de France représentant les plus beaux monuments de notre pays, mais ils sont en miniature. Cette année, le parc a même décidé d'ouvrir les portes de ses ateliers de fabrication au public. C'est ce que nous expliquent les responsables de ce parc au micro de TV78 dans les Yvelines.
Pour la première fois, on emmène nos visiteurs effectivement dans le backstage, là où uniquement le personnel travaille, parce qu'on avait envie de montrer qu'en 35 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans notre façon de travailler sur les monuments. Et on s'est aussi rendu compte que c'était une vraie demande, puisque en se promenant dans les allées du parc, les questions qui reviennent beaucoup sont comment vous fabriquez les monuments, c'est fait en quoi, combien de temps on met pour fabriquer tel ou tel objet, comment on devient maquettiste aussi. On espère qu'on va aussi peut-être susciter des vocations. Pour ces 35 ans, c'est surtout mettre en majesté le site. Donc on trouvera des comédiens pendant la saison et surtout au mois de juin. On fera un tour de France des saveurs pendant l'été. Mais l'élément principal, c'est la visite des coulisses. On veut effectivement montrer au public que beaucoup de choses sont réalisées dans nos ateliers. Et on a inventé des nouvelles techniques dans nos ateliers qui nous permettent d'entretenir ce site. Courir les 3000 km de la célèbre route 66 aux États-Unis, c'est le défi complètement fou de Josian, cet ariégeois, qui a déjà réalisé cet exploit il y a 2 ans. Mais il veut réitérer sa performance pour fêter ses 66 ans. Écoutons-le au micro de la Dépêche du Midi, Enzo Legros. Je vais essayer peut-être au lieu de mettre 90 jours, peut-être mettre un peu moins, me refixer un challenge, parce qu'il faut aussi que je me mobilise. C'est un engagement très profond. Et ensuite aussi toujours pour courir pour des associations d'enfants malades. Il ne faut pas que je le prenne à la légère. Je l'ai fait une fois, mais bon, j'ai 66 ans aussi. J'ai pris 2 ans de plus. Je vivais au jour le jour. Mon déplacement, mon avancée était dictée par la météo, dictée par l'hébergement que je pouvais trouver et dicté par ma forme physique. Donc je me déplaçais sur une moyenne de 42 km par jour, sans assistance. Et voilà, et donc je m'organisais tous les matins, je regardais Google Maps et je regardais où je pouvais trouver un hébergement, où je pouvais trouver de la restauration. Et sinon, c'était dormir à la belle étoile, juste avec mon sac de couchage, donc sans tente, sans rien, puisque je voulais minimiser aussi le poids sur mon dos. Et puis pour les amateurs de limoncello, dans l'Aube, des moines bénédictins ont décidé de créer leur propre liqueur de citron. Une occupation et un moyen de travailler manuellement pour ces 5 religieux qui ont décidé d'appeler leur produit limoncello, une boisson artisanale au jeu de mots humoristique que nous présente Canal 32. Entre les 7 offices quotidiens, depuis février, 5 moines bénédictins du monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance produisent du limoncello. L'initiative vient du frère Brice, arrivé en 2023, une idée inspirée de ses origines familiales italiennes. Le limoncello, c'est tout simplement un souvenir de mes vacances d'été que je passais en famille à Nice ou à Saint-Raphaël. J'ai appris à apprécier le limoncello, dont je n'ai jamais retrouvé le goût par la suite. Le limoncello dans les commerces sont souvent réalisés à l'économie. C'est souvent un compromis pas toujours très heureux. Soucieuse de qualité, la communauté privilégie une macération longue. Les zestes de citron de Menton sont travaillés bien au-delà des standards industriels. Nous, on prend notre temps, ça prend à peu près 2 mois. Notre produit, il faut le savoir, est un produit qui sera rare. Vivant selon la règle de Saint-Benoît, les journées alternent prière et travail. Ici, 400 kg de citron sont pelés à la main. Les 4 autres moines ont rapidement adhéré au projet, une façon de relancer les activités artisanales du monastère. Dans nos activités précédentes, que ce soit l'édition, que ce soit même la céramique, on est dispersé. On préfère infiniment être là à peler nos citrons tous ensemble avec nos petites râpes que de les mettre dans une machine qui fera le travail à notre place. Cette année, un nouvel investissement a permis d'aménager un atelier réutilisable pour d'autres productions. Objectif, transformer les fruits. Seul le zeste rentrant en composition dans le limoncello, eh bien, il faut valoriser le jus et la pulpe. L'idée, avec le fruit, une gelée de citron. Les prix, encore indicatifs, tournent autour de 30 € la bouteille et 10 € la gelée. La commercialisation est prévue entre fin avril et mi-mai, à Troyes, au Célis-Saint-Pierre, à Chemin de Vie, ainsi qu'à la boutique du monastère de Ménil-Saint-Père. Et puis si vous avez toujours rêvé de découvrir les fonds marins, figurez-vous que près de Marseille, un bateau propose de plonger sous l'eau tout en restant assis dans le bateau. Un engin semi-submersible qui vous fait explorer les joyaux des profondeurs marines. Découvrons ce bateau hors norme avec notre partenaire La Provence, Alexandre Mistretta.
Moi, j'avais qu'une envie, c'était de voir ce qui se passait sous la surface. Et je me disais que ce qui serait formidable, c'est d'avoir un bateau qui peut permettre de percer la surface à n'importe quel moment. Ce bateau magique, qui se nomme le Platypus, est un prototype unique au monde. Sorti d'usine en 2020, cet engin semi-submersible possède une partie centrale capable d'emmener 5 personnes sous l'eau en 20 secondes, à près de 2 mètres de profondeur, tout en pouvant naviguer pendant des heures. Ce navire a réalisé plusieurs expéditions environnementales pour observer l'état de la faune des mers et de la pollution sous-marine. Aujourd'hui, après toutes ces aventures, il a une autre vocation. Ce bateau, pour moi, est un messager. Donc on emmène des personnalités qui ne peuvent pas plonger. On fait souvent des allers-retours entre le port, le Frioul, bien sûr les calanques aussi pour des moments plus longs. Et là, en fait, à ce moment-là, on peut immerger, c'est le cas de le dire, les gens dans la beauté des fonds marins, mais également les problèmes des fonds marins, pour qu'ils puissent se rendre compte, qu'ils puissent témoigner ensuite de leur côté, qu'ils puissent agir de façon plus responsable. En Méditerranée, le plastique représente en moyenne 70 à 80% des macrodéchets retrouvés. Voilà, au revoir, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.